Mesdames et messieurs les membres du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger, mesdames et messieurs les présidentes, présidents de commission, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation, mes chers collègues. Merci d'avoir répondu présent pour cette audition importante alors que nos travaux parlementaires viennent tout juste de reprendre. Cette audition fait l'objet d'une diffusion en direct sur le site internet du Sénat et sera ensuite consultable en vidéo à la demande. Nous apprenons aujourd'hui avec tristesse le décès de Louis Sarrazin, conseiller des Français de l'étranger pour la circonscription Autriche-Slovaquie-Slovénie. Nos pensées vont vers sa famille et ses proches. Nous saluons son engagement au service des Français de l'étranger, élu à l'Assemblée des Français de l'étranger en 2006. Louis Sarrazin s'est battu notamment en faveur de la francophonie et contre la vente du palais Clam-Gallas à Vienne, siège de l'Institut français. L'histoire lui donne raison. Son engagement nous oblige. Il serait sans doute heureux de nous voir réunis pour la cause des Français de l'étranger ici aujourd'hui. Comme notre première réunion du 15 mars, l'objet de cette audition est de faire le point sur les principaux sujets concernant nos compatriotes à l'étranger. Avec notre président Gérard Larcher, nous avons voulu que ce rendez-vous soit régulier et s'inscrive dans la durée afin que le Sénat, et en particulier les sénateurs membres du groupe d'études, soient les courroies de transmission de votre Assemblée et, à travers elle, de nos compatriotes à l'étranger. En entendant successivement la présidente, le vice-président, puis les présidents de commission à l'Assemblée des Français de l'étranger, nous pourrons ainsi balayer tous les points qui méritent l'attention des parlementaires que nous sommes. Les membres du bureau que je salue et que je remercie de leur présence pourront naturellement intervenir à tout moment s'ils le souhaitent. Seront présentées prioritairement les recommandations ayant une portée législative, ce qui n'empêchera pas d'évoquer également les difficultés qui nécessiteraient des mesures d'ordre réglementaire. Dans notre action d'aiguillon et de contrôle de l'action du gouvernement, nous pouvons aussi appuyer les messages de l'AFE et ses demandes auprès du gouvernement et des ministres concernés. Cette audition vise à vous écouter pour mieux relayer vos préoccupations. Les 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France au quotidien dans l'exercice de leur mandat, mais aussi par leur présence aux sessions plénières de l'AFE ou leurs interventions devant les commissions, jouent bien sûr déjà ce rôle. Avec cette audition, il s'agit d'aller plus loin. Avec les sénateurs du groupe d'études Statut, rôle et place des Français établis hors de France, du fait de sa composition très ouverte, marquée par la présence de plusieurs présidents de commissions du Sénat, affaires économiques, affaires sociales, affaires européennes, délégations aux entreprises, le groupe d'études constitue un relais efficace pour porter votre voix au Parlement. Avant de vous donner la parole, Madame la Présidente, chère Hélène de Grise, permettez-moi de rappeler que l'Assemblée des Français de l'étranger est une assemblée élue, représentative de nos compatriotes à l'étranger, qui a un pouvoir essentiellement consultatif. Elle adopte des résolutions, des motions, des avis qui donnent des orientations au gouvernement et au Parlement. Nous arrivons au terme de votre semaine de travaux. Demain sera le dernier jour. Pouvez-vous nous dire quels ont été les principaux sujets abordés lors de cette session plénière? Madame la Présidente, chère Hélène de Grise, je vous donne la parole, puis je donnerai la parole au président des différentes commissions. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, chers amis, merci sincèrement de nous recevoir ici, l'Assemblée des Français de l'étranger, avec le bureau, les présidents de commission. C'est vraiment un honneur. Et l'audition précédente, en mars, nous montre qu'on a été écouté et entendu, puisque j'avais eu 2 demandes. C'était de recevoir également le bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger et de nous recevoir en fin de semaine, de manière à pouvoir vraiment montrer les conclusions, les orientations des travaux. Et nous voici
ici. Je vous remercie aussi sincèrement d'avoir rendu hommage à Louis Sarrazin, parce que c'est une vie d'engagement. Nous rendrons aussi hommage à Louis demain, avant l'intervention de la directrice, pour que toute l'Assemblée soit là. Et la parole sera donnée à Madame Picharl, qui le connaît très bien et qui a siégé à ses côtés à la commission de l'enseignement entre 2006 et 2014. Notre objectif, c'est de renforcer la pertinence de nos travaux, d'être aussi encore mieux écoutés, mieux entendus. On a besoin de vous. Donc on a toujours pu vous compter à nos côtés, mais actuellement, on est dans une phase où on a l'impression que ça peut être possible. On peut renforcer certaines choses, et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille encore plus étroitement. Lors de la semaine jusqu'à maintenant, nous avons eu quelques temps forts, notamment la table ronde sur le sexisme et la parité. On a une assemblée qui est rajeunie, diversifiée, et notre objectif avec le bureau, que je remercie sincèrement, c'est d'être en phase avec les priorités de nos communautés à l'étranger, mais également en France, et donc de mettre à l'ordre du jour ces thématiques. Ça renouvelle quelque part les propos qu'on peut avoir à notre Assemblée. Cet après-midi, en commission des affaires sociales, nous avons aussi un petit peu fait bouger certaines lignes. On a abordé des sujets qui autrefois étaient plus tabous au sein de notre Assemblée, et il y a quand même un vent nouveau, je pense, au sein de cette Assemblée, mais c'est une Assemblée aussi qui manque de moyens, on en revient toujours là. J'aimerais aussi citer le ravivage. Certains d'entre vous étaient là hier, donc je les remercie. C'est un grand moment aussi de commencer cette mandature avec ce symbole important de rendre hommage aux morts et de penser à la paix qui est souvent si fragile, on le voit actuellement. C'est une assemblée qui est dans l'action, et un thème récurrent, c'est le statut de l'élu. Notre statut, alors le président de la commission de la sécurité est venu me dire ce matin, je pense, qu'il avait été très touché hier lors du ravivage, et qu'il avait été très triste aussi de me voir rendre cet hommage sans écharpe. Il m'a dit, c'est vraiment ce qui m'a frappé, parce que la cérémonie était très belle, mais il n'y avait pas cette écharpe. Et j'ai trouvé cette remarque pertinente et très symbolique. Pour moi, l'écharpe, en soi, elle n'est pas importante, mais elle représente réellement quelque chose, et nous sommes un peu nus face à ces grands rendez-vous, ces grands moments. Donc on a vraiment besoin de vous, à la fois les sénateurs et les députés. Pour vous, c'est une suite plus logique, puisque on a toujours été ensemble, je dirais. Donc ce lien, il est presque, on va dire, familial, logique. Vous étiez, nombre d'entre vous étiez là lors de l'ouverture de cette session. Et il y avait une métaphore filée autour de l'amour, des preuves d'amour. Et je pense que le fait de nous recevoir ici dans cette salle, alors je dirais, Monsieur le Président, vous avez sorti le grand jeu pour nous séduire encore plus. Et on va également vous demander des preuves. Vous avez demandé les grands temps forts de cette semaine. Je pense qu'il est logique de ensuite entendre ce que nos présidents de commission ont à dire. Et je pense que vous verrez que les uns les autres ont beaucoup travaillé, ont vraiment mouillé la chemise, et ensuite c'est comme un cadeau qu'on vous donne, parfois un cadeau peut-être empoisonné, parce qu'il y a des choses un peu compliquées à gérer, mais on a besoin de vous comme législateurs pour faire avancer, on va dire, la belle cause des Français de l'étranger, de cette communauté de plus de 2,5 millions, certainement encore plus. Donc je suis vraiment ravie que tous ces présidents soient là. Je tiens aussi à excuser le retard donc, de M. Bézardin et de M. Fralin, qui sont encore en train de travailler. Et encore un énorme merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Comme vous l'avez indiqué, l'objectif de cette réunion entre le groupe d'études et l'Assemblée des Français de l'étranger, je reprends vos mots, l'objectif est de travailler encore plus étroitement. C'est exactement le but que nous nous sommes fixés. Et parmi les éléments, effectivement, il y a notamment la question qui devra évoluer sur le statut des élus. Alors, je vais donner successivement la parole aux présidents des commissions qui pourront présenter en 5 minutes. Et je vais devoir être malheureusement un peu strict sur le respect de ce temps de parole. Veuillez m'en excuser par avance. Je souhaite que nous ayons suffisamment de temps pour vous entendre tous et échanger ensuite avec vous.
Bien entendu, les membres du bureau pourront intervenir à tout moment. Alors, je donnerai en premier lieu la parole à Madame Rosiane Ungbo-Monteverde, présidente de la Commission des lois, des règlements et des affaires consulaires. Vous avez certainement travaillé sur notamment la thématique du corps diplomatique. Comme vous le savez, la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, qui d'ailleurs, lorsqu'elle se réunit le mercredi matin, elle le fait ici, en salle Monory, a rendu un rapport d'information dont les auteurs sont Jean-Pierre Grand et André Valigny, qui s'intitule « Quel avenir pour le corps diplomatique ?» Rapport paru le 13 juillet 2022. En effet, le décret précisant les modalités d'application de la réforme du corps diplomatique paru le 16 avril 2022 n'avait pas apaisé les inquiétudes soulevées par l'application de la réforme de l'encadrement de l'État au Quai d'Orsay. Et le 2 juin dernier, nous le savons, la première grève des personnels du Quai d'Orsay depuis 2 décennies a été massivement suivie. J'imagine que c'est un des thèmes de vos travaux et qu'il y en a probablement d'autres. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, chers collègues. Je me permets de renouveler mes remerciements pour cette invitation. C'est toujours un plaisir, en tout cas un plaisir renouvelé, de présenter les travaux réalisés par la Commission des lois, des règlements et des affaires consulaires que je préside. Alors effectivement, les travaux de la Commission des lois se sont organisés autour de 2 temps. Un temps hors session et un temps durant la session, et 4 thèmes ont été retenus. Le premier thème est celui de la réforme du corps diplomatique, mais au-delà de la réforme, nous avons eu le souci d'analyser son impact sur le fonctionnement des services consulaires et par voie de conséquent sur les Français de l'étranger. Premier thème, la réforme du corps diplomatique. Deuxième thème, relatif au statut, droits et moyens accordés aux conseillers des Français de l'étranger. Troisième point, l'épineuse question des certificats de nationalité. Et quatrième point, ou plutôt thème, le fonctionnement des services consulaires avec un rapport d'étape qui sera clôturé par une seconde étape à l'occasion de la session de mars 2023. Commençons donc par le premier thème ayant fait l'objet de travaux, la réforme du corps diplomatique. Vous l'avez évoqué, nous n'avons pas manqué de prendre connaissance du rapport très dense et intéressant des sénateurs Valigny et Grand. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'auditionner le sénateur Valigny. Donc ces travaux ont été l'occasion de confronter 2 points de vue, celui de la réforme et enfin celui de ceux qui portent la réforme, et nous avons entendu la directrice des ressources humaines du ministère des Affaires étrangères qui a apporté un point de vue qui était, vous vous en doutez, dissonant avec celui des agents tels que représentés par les syndicats. Et donc notre volonté, puisque pour le préciser, le rapport est très critique, le rapport du Sénat est très critique sur les conséquences de cette réforme, lorsque la direction des ressources humaines se veut plutôt rassurante. À ce jour, et hier a été annoncé auprès des journaux, la tenue d'états généraux de la diplomatie. Cela a été confirmé par Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna, que j'ai eu l'occasion de rencontrer également aujourd'hui, et à laquelle je n'ai pas manqué d'indiquer que nous souhaiterions, en tant qu'AFE, être associés à ces travaux. Donc nos résolutions tendront d'une part à obtenir l'association de l'AFE à ces états généraux, et d'autre part, il n'y a pas encore de consensus sur les conclusions à tirer sur les conséquences de la réforme. Deuxième point, les statuts, droits et moyens des conseillers des Français de l'étranger. Ce rapport a eu pour vocation de dresser un comparatif entre les CFDE, conseillers des Français de l'étranger, et les élus municipaux, puisque très souvent la comparaison est faite à raison ou à tort, puisque si l'engagement de terrain est le même, la reconnaissance statutaire est bien différente, et un certain nombre de résolutions ont été prises afin que dans un premier temps soient respectés les textes
ne serait-ce que les textes déjà existants, et pourquoi pas, avec un petit peu d'ambition, obtenir une reconnaissance au moins équivalente à celle des conseillers municipaux. Troisième point, la question des certificats de nationalité, puisque nous avons été alertés par des compatriotes essentiellement situés en Afrique du Nord et en Amérique du Sud, puisque ces administrés se trouvent face à une situation qui peut être qualifiée de maltraitance administrative, avec une exigence de certificat de nationalité française à des personnes qui sont en parfaite possession d'état de cette nationalité, notamment à l'occasion de renouvellement de passeport. Donc on se trouve face à des situations quelquefois un peu cocasses, puisque dans les mêmes familles et pour les mêmes demandes, à certains le certificat de nationalité demandé, d'autres pas. Ça pose un certain nombre de problèmes et nous avons proposé des résolutions allant dans ce sens. Et enfin, il me restera peu de temps, la question du fonctionnement des services consulaires. Là, je vais vous demander, on connaît tous l'état regrettable du fonctionnement de nos services en termes de propositions à portée législative. Vous imaginez bien, Monsieur le Président, que nous attendons votre soutien complet, total, sur le projet de loi de finances en cours et en particulier sur le financement du programme 151, de manière à ce que les moyens qui sont aujourd'hui proposés soient ne serait-ce que maintenus et idéalement légèrement augmentés. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Effectivement, donc, comme vous l'avez rappelé, la question des États généraux de la diplomatie sera essentielle et nous souhaitons tous que, notamment, l'Assemblée des Français de l'étranger puisse y être associée sur la définition du statut des conseillers des Français de l'étranger. Vous avez eu parfaitement raison de vous inspirer de ce qui existe auprès des conseillers municipaux et ça, c'est également un des grands chantiers. Vous avez utilisé des mots extrêmement forts pour qualifier ce qui l'advient en termes de certificat de nationalité, les CNF, en utilisant le terme de maltraitance administrative, ce qui est un choix, j'imagine, mûrement réfléchi et qui témoigne d'une réalité. Et puis enfin, sur les services consulaires, effectivement, nous allons rentrer dans le débat budgétaire au Parlement sur le programme, notamment le programme 151 et les affaires consulaires. Et ce sera, vous avez parfaitement raison de nous interpeller sur ce point, un élément essentiel pour le Parlement. Merci Madame la Présidente. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Renaud Lebert, président de la Commission des finances, du budget et de la fiscalité. Alors bien sûr, lors de la session d'octobre, plus encore que lors de la session de mars, nous imaginons que vos travaux se sont concentrés sur le projet de loi de finances 2023, mais également, nous avons cru comprendre que vous étiez penché sur la question de la résidence en France des Français de l'étranger et de sa fiscalité. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Madame les sénatrices, Messieurs les sénateurs, chers collègues. Voilà, c'est vrai qu'on a eu un programme très dense dans cette commission de la fiscalité, l'examen dans un premier temps du PLF, du projet de loi de finances 2023 relative au budget du ministère des Affaires étrangères. Donc on a analysé les différents programmes qui nous concernent, 151 et 185. Il y a quelques avancées sur la création de postes, mais d'après nos interlocuteurs, c'est peut-être insuffisant. Et là, je rebondis aussi sur, après audition, par exemple, des syndicats, des responsables aussi politiques, comme le député M. Benchek. Il y a vraiment une demande d'états généraux, voilà, et de la diplomatie. Donc on attend aussi, comme vous l'avez souligné, on serait heureux en tant qu'Assemblée d'être consulté, de pouvoir aider aux travaux, et aussi d'une loi de programmation pour sauver, on va dire, notre ministère des Affaires étrangères, enfin de l'Europe et des Affaires étrangères. Ça, c'était la remontée des syndicats et de certains de nos représentants. Donc il y a vraiment un enjeu sur les affaires étrangères à travailler, des postes, des consulats comme ça a été signalé, et aussi il y a 18, je pense, ETP qui sont consacrés au budget 151, ce qui reste insuffisant, mais bon, on peut toujours dire, voilà, c'est un signe positif, et on espère que les prochaines années, ce budget sera en constante augmentation pour compenser pratiquement les 30 ans de rigueur qu'a connu notre ministère
et qui est vraiment important. C'est vrai qu'on demande chaque fois, on vit dans un monde changeant, difficile, où on est à la merci de catastrophes géopolitiques, catastrophes climatiques, et c'est vrai qu'on a besoin d'un réseau consulaire renforcé pour nos compatriotes. Voilà. Ça, c'était le premier point qu'on a longuement traité. Après, donc, il y a la thématique fiscalité, en particulier sur la désignation de la résidence, des résidences secondaires. On a utilisé plusieurs thèmes, dont la résidence de repli, et M. Legleu avait utilisé, vous avez utilisé la bonne expression de résidence d'attache. C'est vrai que c'était le terme qui, en fin de compte, a fait l'unanimité de la commission quand on vous a auditionné, quand on a auditionné Monsieur Petit, des députés. Alors là aussi, on a fait un premier travail grâce au rapport de ma collègue près de moi, de Daphna, qui a fait un gros travail de préparation. Après, on a eu beaucoup de discussions au sein de notre assemblée. C'est vrai qu'on est toujours porteur de solutions. Force de proposition, j'aime bien, c'est un petit peu notre rôle à travers notre commission. C'est pas seulement de râler, c'est de proposer. C'est vrai qu'on peut pas être demandé tout le temps. C'est vrai que tout passe par le budget, je suis le premier, mais aussi il faut proposer des solutions. Et donc, je pense que d'où l'utilité de notre assemblée et des conseillers de proposer. On commence à avoir une bonne expertise sur des sujets fiscaux. Et cette résidence d'attache, c'est vrai que c'est un problème qui est soulevé par de nombreux Français. On le comprend, c'est vrai qu'il faut limiter, encadrer cette définition. Et donc, il faut absolument, notre demande, c'est vraiment de créer un statut juridique pour cette résidence d'attache, et ça concerne de nombreux Français. Et aussi, il faudra aussi limiter, comme on l'a signalé souvent, c'est pas la même chose d'avoir une petite maison en Bretagne près de Carhaix et une belle maison sur la Côte d'Azur. Voilà. Donc voilà. Mais ça reste une maison. Voilà. Donc là aussi, il faut limiter. Mais c'est vrai que c'est un thème qui nous a à la fois passionnés. Il y a eu des débats passionnés autour de ce thème parce que c'est normal. Il concerne de nombreux Français différents. Ça peut être aussi la résidence d'attache. Ça peut être aussi une source, pour la retraite. Pour beaucoup de Français, c'est leurs économies. Parfois, ça peut être un achat, ça peut être de la famille. Donc, on a discuté longuement. On vous proposera donc demain des résolutions. Donc, on va retravailler. On va continuer à travailler jusqu'en mars sur cette thématique. Au moins. Après, on a aussi travaillé sur des choses un petit peu peut-être moins passionnantes. On a auditionné donc 2 responsables qui établissaient les fameux indices Mercer. Donc on ne peut pas mettre en doute leur travail. Après, c'est comme tout, les indices, qu'est-ce qu'on en fait, comment ils sont interprétés, est-ce qu'ils sont actualisés régulièrement par les consulats, etc. Donc c'est très intéressant parce que souvent on avait des doutes. Mercer, on accusait tout le temps Mercer. En vrai, Mercer, c'est un cabinet, la méthodologie est très sérieuse, on ne peut pas en remettre en cause leur travail. Après, tout est dans l'interprétation et dans, on va dire, la régularité des données. Il y a toujours un décalage. Parfois, on en a parlé pour les bourses. Il y a l'indice de parité de pouvoir d'achat qui est important, qui dépend aussi de calculs de fait, donc des indemnités, etc. On a aussi parlé de la fiscalité, des changements dans la fiscalité. On a auditionné 2 experts, un fiscaliste de l'OCDE sur le télétravail avant tout. On vit dans un monde où les gens sont il y a un nomadisme, il y a un nomadisme de plus en plus important de nos compatriotes. C'est très très difficile de les taxer. Ça remet tout en cause, la taxation, la résidence, etc. Donc voilà, c'était très intéressant. Je pense notre commission, je la défends, c'est normal. Donc voilà, on a bien travaillé. Je veux pas être trop long. Donc je laisse la parole à mes collègues et encore merci pour ces auditions régulières. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, l'Assemblée des Français de l'étranger, tout comme le Parlement, évidemment, est saisi de l'analyse des propositions qui sont dans le projet de loi de finances 2023. Vous avez vous-même rappelé l'importance de renforcer le programme 151. Et puis sur la résidence d'attache, alors
ici nous réserverons de commenter ou de comparer la Côte d'Azur et la Bretagne. Mais en tout cas, nous notons que vous formulez la demande de création d'un nouveau statut juridique. Vous avez également donc travaillé sur évidemment l'indice Mercer et puis un sujet qui est un véritable sujet à la fois de prospective et qui aujourd'hui traverse nos sociétés, qui est ce nomadisme, ce télétravail. Nous serons très attentifs parce que cela fait également l'objet des travaux du Parlement. Donc je crois que vous avez ici identifié un thème d'avenir, en tout cas pour les Français qui vivent à l'étranger. Je vous remercie. Alors la parole est maintenant à Monsieur Jean-Luc Ruel, président de la Commission du développement durable et du commerce extérieur, élu en Côte d'Ivoire. Vous êtes un expert des entreprises qui souhaitent s'implanter à l'étranger ou y exporter. Le Sénat travaille aussi sur ces questions en lien avec Business France. Je vous laisse la parole, Monsieur le Président, afin que vous puissiez nous présenter les principaux travaux de votre commission. Voilà, vous m'entendez? Voilà. Justement, je voudrais rebondir sur le point évoqué par mon collègue. On a observé, bon, vous avez vu, l'évolution du dispositif relatif à la location des biens immobiliers, qui va donc ne plus permettre, en fonction de la mauvaise classification au regard du développement durable, il ne sera plus possible de louer, et c'est programmé, hein, certains biens, et ça va se faire d'une manière progressive. Alors, en France, il n'y a pas de problème, hein, puisqu'en fait, vous pouvez, au travers d'organisations comme l'ADEME, l'ANA, ANAH, vous pouvez obtenir donc des subsides, hein, qui vous permettent à vous, Français hexagonaux, de mettre en conformité et donc de pouvoir votre logement, votre bien loué, hein, et donc de pouvoir préserver votre capital. Il n'en va pas de même pour les Français qui vivent à l'étranger. Donc aujourd'hui, c'est une impossibilité. Donc ça, c'est vraiment un sujet très important parce que ces biens baillés par nos concitoyens vivant à l'étranger sont souvent leur retraite, hein, ou bien le bien dans lequel ils vont vivre quand ils vont se revenir en France. Et ils vont avoir une dégradation de leur capital si on y prend garde. Donc en fait, excuse-moi, hein, Président, c'est un peu à cheval, c'est pour ça que j'ai saisi cette opportunité. Alors pour revenir aux travaux de la Commission durable et commerce extérieur, j'avais évoqué, je crois, notre démarche. Hein. Nous avons une démarche donc, qui porte sur la mandature. Sur le développement durable, on a 3 points. Donner aux élus une vision claire de la situation climatique basée sur des rapports, les rapports du GIEC. Hein. Relancer le prix Assemblée des Français de l'étranger, on veut relancer le prix développement durable. Et 3e point, mettre en place une compensation carbone pour le déplacement des conseillers AFE lors de chaque session. Donc c'est à la fois, en fait, c'est vraiment développer la prise de conscience sur le changement climatique chez les élus, chez nos élus et dans notre organisation, donc l'AFE. Sur le commerce extérieur, bon, c'est donner une information à date aux élus, parce que naturellement, nos 90 élus ne sont pas tous des économistes, hein. Donc à chaque session, donc, il y a un point d'actualité sur les problématiques de commerce extérieur. Ensuite, c'est comprendre la politique de la France en matière de commerce extérieur, c'est réfléchir sur le modèle de réindustrialisation de la France, avec notamment la prise en compte des aspects RSE, DD qui sont indissociables d'une politique industrielle, avoir une approche globale allant jusqu'à la balance des paiements, parce que là c'est pareil, il y a un biais en matière d'information. Tout le monde se focalise sur la balance du commerce extérieur. En fait, le vrai point, c'est quand même la balance des paiements. Hein. D'ailleurs, si on ne le prenait pas en compte, ça pourrait nous amener à contester d'une certaine manière la politique de Business France, hein, qui va vers l'ancrage de nos sociétés françaises à l'extérieur. Qui dit ancrage dit délocalisation, qui dit délocalisation dit que ces
ça ne générera plus de commerce extérieur pour la France. Par contre, ça va générer des dividendes ou des royalties. Après, alors ça c'est très important, c'est le 4e point sur le commerce extérieur, c'est évaluer la politique actuelle de soutien et de développement de la France au commerce extérieur. Ça veut dire recenser les acteurs, les outils, tenter d'évaluer les différents acteurs et outils, et puis surtout faire le grand écart avec à la fois la promotion du commerce extérieur et le développement durable. Alors, nous avons donc une session également assez riche, et nous avions voulu, puisque notre session de mars avait été quand même très commerce extérieur, nous avions voulu quand même laisser un peu de place au développement durable à cette session d'octobre. Donc c'est ce qui s'est passé. Alors pour revenir sur ce que nous avons fait et sur ce que nous proposons, nous avons donc reçu. Alors, nous avons fait un petit point de procédure mardi matin à l'entame de nos travaux, puisque nous avons reçu la secrétaire générale. Et en fait, on a essayé de comprendre comment mieux gérer le suivi des résolutions, de nos résolutions. Mais c'est un sujet qui est peut-être plus large, qui peut concerner les résolutions de l'ensemble de l'AFE. Bon, c'est un point un peu interne. Enfin, bon, vous retrouvez l'expert comptable derrière ce type de comportement. Après, nous avons... alors ça, c'était... oui. Alors, juste, Monsieur le Président, pardon, je vous interromps pour juste vous dire que ce n'est pas par mépris ou que je vous interromps, mais j'ai une réunion qui commence dans quelques minutes et je vous prie de m'excuser de mon départ, mais je ne veux pas que ce soit pris pour de l'impolitesse. Voilà. D'accord, d'accord. Non, mais je peux aussi aller plus vite. Avec Madame Arcier, justement, des impôts qui nous attend pour une réunion. Ah, d'accord. Ah oui, oui. Oui, ça n'attend pas. Donc, alors, ensuite, on a reçu une association spécialisée en matière de consommation carbone, de compensation carbone. Et donc, c'est sur ce modèle que l'on envisage, et donc on va présenter une résolution demain lors de notre institution. Donc là, on est toujours dans le développement durable, comme vous le voyez. Après, on a reçu deux personnes qui représentaient la fabrique de l'exportation. Donc Étienne Vaucher et Stéphane Boulet. Le thème, en fait, c'est un thème extrêmement intéressant. C'était évoquer avec eux les freins immatériels au commerce extérieur. Il y a beaucoup de freins immatériels au commerce extérieur qui sont rarement évoqués, mais dont il faut parler. Ensuite, nous avons, donc ça a été vraiment un sujet extrêmement intéressant et vous allez retrouver ça dans nos recommandations. Ensuite, nous avons fait quelque chose, je pense, nouveau, enfin qui n'avait jamais été fait dans l'enceinte de l'Assemblée des Français de l'étranger. Je ne sais pas si ça a été fait au niveau du Parlement. Nous avons, au sein de notre commission, fait l'expérience de la fresque climat. Donc on a fait ça. L'idée étant, avec la bénédiction de Madame le Président, du secrétariat général, l'idée étant, enfin, pardon ? Voilà. L'idée, le soutien, voilà. L'idée étant, à la session de mars, bon, une fois qu'on aura réglé un peu tous les aspects, peut-être avoir une fresque du climat sur l'ensemble de l'AFE. Je dois dire, bon, c'était ma première expérience fresque du climat, c'est quand même assez étonnant. C'est vraiment étonnant. Et ça se fait avec une économie de temps. Enfin, il y a vraiment un ratio en termes de rapidité sur l'apprentissage qui est vraiment exceptionnel. Ensuite, nous avons rencontré Business France. Alors, malheureusement, ce n'était pas Monsieur le courtier, mais c'était mais on a eu quand même des choses assez intéressantes. Bon, on connaît tout ce qui sort sur le rapport de la Cour des comptes de l'année dernière, le nouveau, celui qui vient de sortir également. Bon, il y a un certain... Bon,
Et on vit, nous aussi, avec Business France dans nos pays. On les voit fonctionner. Hein. Et d'une manière générale, bon, moi je suis plutôt extrêmement favorable, même si je trouve que la construction d'un outil comme Business France, c'est une construction un peu jacobine. Hein. Ah, bon, enfin, c'est un avis personnel. Oui, pardon. OK. Bon, donc bon, il y a un certain nombre de points hein, qui nous interpellent, mais qui devraient permettre la belle réussite de cet outil qu'est Business France. Hein. Ensuite, alors on avait quelque chose qui était extrêmement intéressant. On voulait faire une corrélation entre les avantages compétitifs en matière de nouvelles technologies et en matière de développement durable, donc une corrélation avec des belles réussites, et leur situation en matière de positionnement commerce extérieur. Et il y a de très beaux exemples en France. Hein, bon, il y a Dassault Systèmes, il y a Saint-Gobain. Enfin bon, il y a vraiment des très beaux exemples. Donc ça, on n'a pas pu le faire. Oui, ça y est, j'ai fini. Et finalement, on a rencontré les gens d'ADEME, où là, c'est un accompagnement des entreprises également à l'export, donc on retrouve le commerce extérieur, et bien sûr en matière de développement durable, dans le comportement. Voilà. Donc si vous voulez, on a vraiment tous les ingrédients pour faire des recommandations intéressantes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc vous avez deux grandes missions, le développement durable et le commerce extérieur. Je note que dans les deux cas, vous avez, pour les deux thématiques, souhaité que les élus, les conseillers des Français de l'étranger soient mieux informés, à la fois d'une part sur les rapports du GIEC, et ça rejoint directement la fresque du climat, puisque c'est une façon de visualiser quelques grands graphiques du rapport du GIEC et surtout de trouver la chronologie et les effets entre les effets qui se succèdent. Et donc peut-être que ça peut faire l'objet d'une recommandation, c'est que ce que vous allez appliquer à l'Assemblée des Français de l'étranger au mois de mars pourrait être dupliqué même à l'échelle des conseils consulaires, d'une certaine manière. Et de la même manière, vous avez souhaité qu'en matière de commerce extérieur, là encore, les élus soient mieux informés de la situation économique dans leur circonscription consulaire. Alors, sur le rôle de Business France, sur également les potentielles questions liées aux délocalisations, donc demain vous rendrez vos conclusions, nous suivrons ça avec beaucoup d'attention. Et puis, bien sûr, et vous avez parfaitement raison, c'est une demande récurrente et sur laquelle il faut insister, c'est cet enjeu de recenser tous les acteurs et les outils du commerce extérieur à l'étranger. Merci, Monsieur le Président. Alors, le micro, c'est... Il y a un grand sujet qu'on n'a pas été encore en mesure d'aborder, hein, c'est le sujet du recensement des entreprises détenues par des Français à l'étranger. On parle, c'est entre 100 et 200 000 entreprises, 200 Tous sont donc des vecteurs de business potentiel pour la France. Tous peuvent être exemplaires en matière de comportement sur le développement durable, etc., etc. Or ça, c'est un gros trou, si vous voulez, c'est un gros trou dans notre politique. Merci, Monsieur le Président, pour cette précision effectivement importante. Alors nous allons maintenant avoir l'opportunité de donner la parole à Monsieur Avram Benaïm, président de la Commission de la sécurité et de la protection des personnes et des biens. Bien entendu, compte tenu et des risques sanitaires, qui est une évolution. Absolument, et des risques sanitaires. Alors, bien évidemment, les derniers événements au Burkina Faso ont certainement fait l'objet de toute votre attention, car comme nous le savons, de nombreux manifestants se sont rassemblés, notamment devant l'ambassade de France à Ouagadougou, mettant le feu aux barrières de protection et jetant des pierres à l'intérieur. C'est également vrai de l'Institut français à Ouaga et de l'Institut français à Bobo-Dioulasso. Et il y a évidemment la question de la sécurité de nos compatriotes qui est l'enjeu majeur, j'imagine, dans ces circonstances de vos travaux qui sont
parmi ceux que vous avez menés cette semaine, et nous serons particulièrement intéressés, bien évidemment, de savoir l'étendue de vos travaux durant cette semaine. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les parlementaires. Nous avons eu l'occasion, nous devions auditionner le centre de crise et rencontrer les médecins de l'Evassan le mardi 4 au matin, et cette audition a été annulée pour les raisons qu'on connaît, compte tenu de la crise au Burkina Faso. Notre commission a choisi donc d'auditionner les élus des Français de l'étranger au Burkina Faso, et nous avons réussi à faire une réunion Zoom en direct et en pleine crise avec nos élus. Et je peux vous dire, donc, les intervenants, pour rappeler les noms de ces élus, parce qu'ils ont quand même un certain courage, c'est Ousmane Ouedraogo, président du conseil consulaire du Burkina Faso, Martine Waron et Françoise Lelosque Ouedraogo. L'état qui a été fait de cette crise, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils étaient confinés depuis 5 jours. Les tirs autour des habitations et le sentiment que M. Ousmane Ouedraogo nous a transmis, c'est l'angoisse. Cette angoisse qui les étreint, je ne vais pas faire dans le mélodrame, mais c'est l'angoisse qui les étreint. Nos compatriotes sont isolés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le consulat a été évacué et les personnels du consulat sont dans leurs habitations aussi. Ils sont à l'extérieur du consulat, ils ne sont plus dans le consulat. Donc, si vous voulez, le manque de communication fait qu'ils ont peur parfois que le consulat soit parti et qu'eux soient encore sur place. Oui, je vous en prie. On est en direct, hein, juste que vous ayez ça en tête, hein, on est en direct. D'accord. En fait, donc, oui. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette angoisse, et en fait, ils ont besoin d'informations. Ce besoin d'information, et nous avons relevé, effectivement, nous avons fait des résolutions, c'est l'information minute par minute. C'est-à-dire qu'ils reçoivent de temps en temps des messages, des emails, mais pour eux, ce n'est pas suffisant parce qu'ils ont besoin d'informations en permanence, en constant, de la part de l'administration consulaire. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, c'est eux qui sont en première ligne. Ce sont les élus des Français de l'étranger qui sont en première ligne et qui répondent à nos compatriotes. Parce que si on appelle aujourd'hui le consulat, le numéro d'urgence, il est rebalancé tout de suite sur le centre de crise. Et ce qui a été constaté, je tiens à le dire, parce que même si nous sommes en direct, je tiens à le dire, c'est que le centre de crise n'a pas l'approche des îlots exacts. Il dit vous êtes à l'îlot 1 et en fait c'est l'îlot 3. Donc ce qu'il faut bien comprendre et ce que démontre cette crise, c'est qu'il y a une urgence de réformer les îlots. Le statut des îlots doit être modifié en urgence. Parce que d'abord, les élus ne connaissent pas les îlots, et ça c'est déjà une première chose qu'on rencontre dans beaucoup de pays, c'est qu'il n'y a pas communication des îlots, puisqu'on nous dit que c'est confidentiel à nous les élus dans nos pays quand on les demande. On ne connaît pas les chefs d'îlots, on ne nous les donne pas non plus, et la liste des personnes vivant dans les îlots, on ne l'a pas non plus. Donc il n'y a pas de communication, si vous voulez, entre l'élu et les îlotiers. Et donc cette communication manque. Ensuite, je reviendrai sur deux choses. C'est les chefs d'îlots ayant un statut particulier, ils sont bénévoles à ce titre-là. Il est considéré par l'administration consulaire qu'ils ne sont pas obligés de manifester leur présence. Ça veut dire que nos élus ne savent pas si les îlotiers sont dans leurs îlots au moment de la crise. Donc c'est aussi un problème. Et donc il n'y aurait pas de mal dans la mesure où un chef d'îlot serait évacué, ou serait parti, qu'il y ait deux adjoints au chef d'îlot. Ça ne serait pas un luxe. Le deuxième point que je mettrai, et toujours pour rester sur les îlots, c'est le matériel, le manque de moyens. Les radios VHF, il n'y a que le chef d'îlot qui a eu une radio. Et en fait, si vous voulez, je vais faire un rapprochement, puisque nous avons auditionné Monsieur l'ambassadeur David Martinon, qui a vécu l'évacuation que vous connaissez en Afghanistan. Et à un moment donné, il a dit non, nous n'utilisions plus le VHF, nous utilisions des téléphones satellites. Et en fait, je me demande, et pour avoir vécu aussi ça en Angola, parce que c'est quand même des choses, c'est que nous, l'antenne, elle était tombée depuis le mois d'octobre et elle a été réparée juste même pas 2 jours avant les élections.
Donc pendant 9 mois, on est resté sans antenne, sans exercice des îlots. Et ça, c'est un point très important. La crise le met d'autant plus en avant que quand les îlots ne fonctionnent pas, il y a un manque de communication et les élus sont coupés et de leur administration et de nos ressortissants. Voilà ce que je voulais dire sur les îlots. Le deuxième point qui a été très important, et il se retrouve aussi dans la crise en Afghanistan, c'est-à-dire que les crises ont lieu, mais les événements se ressemblent, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? Les ayants droit de Français, les parents d'enfants français, les parents étrangers d'enfants français, les concubins qui vivent avec des Français qui ne sont pas forcément déclarés au consulat, mais qui vivent avec les Français et pour lesquels les Français ont aussi des enfants avec eux, déclarés au consulat. Mais il n'y a pas de lien, si vous voulez, il n'y a pas de pax, il n'y a pas un acte en soi qui les lie. Ça a été mis que ces gens-là, cette population, mais même aussi les parents d'enfants français, ce que nous appelons les ayants droit, doivent prendre un rendez-vous chez VFS ou autres prestataires, parce que l'État a un contrat avec des prestataires, pour que ce public-là aille, puisqu'il est étranger, aille se rendre au consulat. Et donc, ce qui s'est passé et ce qui se passe, c'est d'abord que ces prestataires ont fermé leurs portes, donc il n'y a plus moyen de visa pour les personnes qui voudraient s'en aller. Il n'y a plus de rendez-vous possible. Mais au-delà de ça, les délais pour ce public en particulier, qui sont des ayants droit de français quand même, c'est des parents d'enfants français. Le délai est de 2 mois. Et en Afghanistan, c'est arrivé jusqu'à 8 semaines. Alors je crois qu'en moment de crise, il serait bien que cette population ait accès au consulat en direct et non plus par un prestataire. Et je dirais même dans le courant, ils pourraient avoir accès au rendez-vous des consulats tout à fait normalement, puisqu'ils sont parents d'enfants français dont les enfants sont inscrits au consulat. Et ça, c'est dans la crise, c'est ce qu'a montré, et l'ambassadeur nous a bien dit au dernier moment, puisqu'il n'y avait plus de prestataires, il n'y avait plus rien, on mettait des ficelles avec des bouts de carton pour donner des visas pour monter. Et en fait, c'était le ministère des Affaires étrangères qui réglait ça ensuite par les agents. Donc voilà, ça c'était la situation de crise au Burkina Faso, mais on a fait un parallèle avec la crise en Afghanistan. Je dirais les symptômes sont les mêmes. Les solutions sont faciles parce que modifier les îlots, mettre en place une autre politique dans les îlots et l'attribution à ce public d'ayants droit d'enfants français qu'ils aient accès au visa en direct par le consulat et ne pas passer par un prestataire qui met 2 mois en général pour, quand c'est pas plus, pour donner des rendez-vous. Mais c'est pas de sa faute, puisque le prestataire, lui, contractuellement, le consulat est obligé de passer par le prestataire parce qu'il y a un contrat. Mais le problème, qui donne les rendez-vous? C'est bien le consulat. Donc le prestataire ne donne que les rendez-vous qu'on lui attribue et non pas. Donc ça serait plus simple que ce public-là passe par les rendez-vous. Voilà. Et ensuite, un autre point qui est le fil conducteur de où là je serai un peu plus rapide, c'est la cybercriminalité. Nous avons auditionné Mathieu Audibert, qui est le capitaine du commandement de gendarmerie dans le cyberespace et co-auteur du Code de la cybersécurité 2022, qui est le DALOS. C'est le premier ouvrage sur la cybersécurité qui a été coécrit. Et là aussi, on voit que l'État français, et je dirais que le gouvernement, a mis les moyens et que les gouvernements et que la France est bien équipée pour répondre en termes d'information. Nous avons la gendarmerie en ligne, on peut porter plainte pour du cybercrime. Et voilà, c'est-à-dire que le dispositif existe, mais ça sera la continuité de nos travaux de notre commission. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Cybercriminalité, accès au visa en direct, urgence de réformer les îlots sont donc les priorités fixées. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous allons maintenant donner la parole à Monsieur Florian Bohème, président de la Commission des Affaires sociales, de l'Emploi et des anciens combattants. Parmi les nombreux thèmes que vous avez abordés cette semaine, l'un d'entre eux est l'accès à l'IVG pour les femmes françaises de l'étranger, afin que soit par la mise à disposition de l'IVG médicamenteux par le médecin conseil
des consulats, soit par un rapatriement sanitaire. C'est un des thèmes qui sont l'objet de vos travaux. J'imagine que vous allez ainsi pouvoir avoir l'occasion de le développer et peut-être également de présenter l'intégralité de vos travaux. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Je commencerai, Monsieur le Président, et vous l'avez rappelé en début de cette audition, par avoir une pensée avec l'ensemble de mes collègues du groupe Écologie et Solidarité en mémoire à notre camarade Louis Sarrazin, puisque nous avons en effet partagé de nombreux combats tous ensemble. Monsieur le Président, vous avez indiqué en effet que nos travaux de cette semaine ont porté sur une large part sur les droits des femmes. Vous me permettrez de commencer par un autre sujet qui est celui du budget des affaires sociales, puisque en effet mon collègue Renaud Lebert en a parlé. Cette année, le budget des affaires sociales commence avec une augmentation du programme 151 à hauteur de 1 million d'euros. Et c'est vrai que si on peut saluer cette augmentation, on peut aussi s'inquiéter des différentes crises. On peut aussi s'inquiéter du fait que la question du taux de change, notamment entre l'euro et le dollar, fera que finalement ces 1 million d'euros qui au départ étaient une ambition assumée risquent finalement d'être extrêmement consommés rapidement. À cet égard, je voudrais souligner que notre Assemblée a voté cet après-midi une résolution à l'initiative de mon collègue Franck Barthélemy, qui est en Inde, avec notre collègue Denis Glock au Costa Rica. Cette résolution vise à mettre en lumière le fait que lors de l'audition du ministre délégué Olivier Becht devant votre groupe d'études, celui-ci a annoncé des crédits résiduels sur l'aide SOS Covid à 3,6 millions d'euros. Nous souhaitons attirer l'attention des parlementaires sur le fait que si ce reliquat de 3,6 millions d'euros existe bien, il serait peut-être très utile que celui-ci soit affecté premièrement à la Caisse des Français de l'étranger sur une partie de ce budget pour faire en sorte d'accompagner nos compatriotes sur la catégorie aidée, dite la troisième catégorie, et enfin peut-être de s'assurer que le reste de ce résidu puisse venir en soutien à une augmentation des taux de base pour l'ensemble des aides sociales. Sur ce point, et nous aurons l'occasion probablement d'en revenir dans d'autres auditions, parce que c'est finalement un sujet au long cours, je crois que notre commission souhaite attirer l'attention du législateur sur le fait qu'aujourd'hui, le calcul même de ces taux de base n'est plus en réalité avec ce que nous vivons en étant français à l'étranger. Le monde est traversé de crises diverses et multiples, et calculer des taux de base en année N-1 pour des aides sociales qui vont être données donc une année après, vous voyez que ça n'est pas logique, et probablement que le législateur pourrait réfléchir à faire évoluer ce dispositif. Vous avez, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs, vous avez rappelé que notre commission a souhaité cette fois-ci faire en sorte que le droit des femmes soit pour la première fois abordé au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger, et je souhaite aussi y associer à ces travaux l'ensemble de mes collègues rapporteurs. Je pense à Élise Léger en Australie, à Khadija Belbachir Belkaïd au Maroc, mais aussi à ma collègue Francine Watkins au Canada. Nous avons auditionné votre collègue, la sénatrice Mélanie Vogel, et je souhaite là aussi saluer le travail qu'elle a mis en place. Ce travail, c'est celui d'un guide sur l'interruption volontaire de grossesse. Ce guide en France, il existe via les plannings familiaux. Et c'est vrai qu'à l'étranger, ces structures n'existent pas. Et finalement, je crois que ce travail qui permet à droit constant d'apporter des solutions très concrètes pour nos compatriotes françaises à l'étranger qui doivent faire face à une situation d'IVG, je crois que ce guide va avoir un intérêt public extrêmement important. Et la présentation de ce guide a permis aussi à Madame la sénatrice de nous présenter les travaux qu'elle souhaite mener dans le cadre de son travail parlementaire via une proposition de loi. Je pense que les élus au sein de la commission, et je tiens d'ailleurs à le dire, les élus de
toutes tendances politiques confondues. Je crois que sur ces sujets-là, on sait qu'il est très facile de créer des barrières, de créer des divisions, de créer des différences. Les élus de toutes tendances politiques confondues ont participer aux travaux de notre commission sur ce débat sur l'IVG. On fait des propositions extrêmement concrètes pour faire en sorte d'apporter en effet ce droit à nos compatriotes françaises à l'étranger. Sur le sujet du droit des femmes, et je ne pourrais pas aborder tous les thèmes que nous avons suivis cette semaine, mais sur le sujet du droit des femmes, permettez-moi aussi d'attirer l'attention du législateur sur le fait qu'aujourd'hui, la question des violences faites aux femmes, pour la première fois, apparaît dans le rapport du gouvernement sur les Français établis hors de France, qu'en 2019, nous avions 50 cas signalés de violences faites aux femmes, qu'en 2021, nous en avons 235. On peut considérer que cette évolution est positive parce qu'il y a en effet plus de signalements, mais si vous rapportez cela à des statistiques nationales françaises, on voit que le taux de signalement est vraiment très faible. Un des points que notre commission a identifié, c'est le fait notamment que le travail interministériel, c'est-à-dire que ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, ministère du droit des femmes, ce travail aujourd'hui n'existait pas. Et lorsque nous avons auditionné la représentante du bureau d'aide des victimes du Quai d'Orsay, elle nous a en effet affirmé qu'aujourd'hui, il y avait probablement de gros efforts à faire pour que ce travail interministériel puisse se faire, et c'est une demande que nous ferons auprès du ministre délégué des Français de l'étranger. Je voudrais simplement terminer mon propos, pour ne pas être trop long, par un autre sujet et pour vous illustrer à quel point l'ensemble des débats nationaux français traverse aussi finalement ce que souhaitent et ce que pensent les Français de l'étranger. Ce point, c'est sur le débat national sur la fin de vie qui a été ouvert par le président de la République. À l'heure où nous parlons, sur ce débat national sur la fin de vie, les Français de l'étranger ne sont pas associés à ce débat. Notre commission a souhaité porter une résolution pour demander au Conseil économique, social et environnemental qui a la charge de conduire ce débat, mais aussi pour demander à l'ensemble des responsables gouvernementaux et probablement aussi à vous parlementaires de faire en sorte d'intégrer les conseillers des Français de l'étranger, mais tout simplement aussi les citoyennes et citoyens français de l'étranger, afin qu'ils puissent être consultés sur cette question de la fin de vie. Et je terminerai là-dessus parce que nous avons un sujet très concret sur les Français de l'étranger, c'est celui de pouvoir tout simplement déposer ces directives anticipées. Aujourd'hui, le droit ne permet pas pour un Français de l'étranger de pouvoir déposer ces directives anticipées, notamment auprès d'un consulat. Et je souhaite là aussi attirer votre attention parce que je pense que vous aurez beaucoup de propositions à faire pour rendre un droit concret auprès de nos compatriotes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour avoir rappelé les priorités de votre commission cette semaine, budget des affaires sociales, CFE, droits des femmes, participation au débat sur la fin de vie. Merci. Nous allons maintenant donner la parole à Monsieur Jean-Hervé Fralin, président de la commission de l'enseignement, des affaires culturelles, de l'audiovisuel extérieur et de la francophonie. Nous imaginons qu'en cette période d'analyse du budget du projet de loi de finances 2023, vous avez certainement travailler sur à la fois le programme 185, le programme 151, notamment sur les questions d'enseignement, et bien au-delà. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je vous prie d'accepter mes excuses pour rejoindre tardivement votre groupe de travail. Nous étions en séance et la commission que je préside présentait son rapport et ses propositions de résolution. Nous avons terminé juste dans les délais. Et comme vous le dites, nous avons tenu compte du calendrier et des circonstances, pas tant pour approfondir les aspects budgétaires, puisque nous connaissons les limites de l'influence de notre Assemblée en matière budgétaire, mais pour plutôt réfléchir ensemble aux propositions qui pourraient être faites pour amortir pour les Français et l'étranger les conséquences de la crise internationale, monétaire, économique, sur le réseau scolaire, sur les capacités des familles à payer les frais de scolarité. Et nous sommes préoccupés de voir certains pays confrontés à une érosion monétaire très forte, d'autres à des taux d'inflation bien supérieurs à ceux que nous connaissons en France, ce qui nécessite manifestement une adaptation du budget dédié aux bourses scolaires, donc du programme 151, en effet,
pour tenir compte de cette situation. Donc sur ce sujet, nous venons de faire adopter à l'unanimité de l'Assemblée une résolution qui propose une forte augmentation de la dotation sur le programme 151 aux bourses scolaires, en souhaitant que cette augmentation soit d'au moins 10%. Voilà le premier point. Concernant le réseau de l'enseignement français à l'étranger, alors sur les bourses scolaires, il y a d'autres résolutions dont vous pourrez prendre connaissance en détail. Nous avons décidé d'entreprendre une étude que nous avions espéré engager dans l'intercession. Ça n'a pas été possible parce que les mois de juillet et d'août n'ont pas été des mois favorables à la contractualisation d'un prestataire par le secrétariat général de l'Assemblée, que nous avons un peu tardé à nous mettre tous d'accord sur les termes de référence. Donc cette étude devrait être engagée dans les prochaines semaines pour que ces résultats soient disponibles à notre prochaine session. L'idée est de faire le tour des préoccupations des conseillers des Français à l'étranger nouvellement élus en 2021, après avoir fait un exercice complet sur les bourses scolaires. Ils ont besoin d'abord d'exprimer leurs préoccupations et leurs souhaits de mise à niveau sur la bonne connaissance des instructions sur les bourses. Et puis on voit qu'il y a dans certains postes des bonnes pratiques qui ont été développées et nous souhaiterions les inventorier pour qu'elles puissent être généralisées et reprises dans d'autres postes. Sur le réseau de l'enseignement français à l'étranger, nous avons débattu d'un sujet qui est parfois un point de controverse, qui est celui de la capacité de l'Agence de l'enseignement pour l'enseignement français à l'étranger à contracter des emprunts. Elle est inscrite sur la liste des ODAC qui n'ont pas la possibilité d'emprunter jusqu'à maintenant. Et après un débat nourri au sein de notre commission, nous avons finalement obtenu un consensus au sein de notre commission pour proposer le retour de l'agence à la capacité d'emprunter avec quelques balises que nous avons souhaité poser. En premier lieu, que cette possibilité soit circonscrite à l'entretien ou à l'extension et l'aménagement des EGD existants et non pas de partir à l'aventure de la création de nouveaux établissements. Qu'elle soit aussi engagée projet d'établissement par projet d'établissement, après consultation des parents, puisqu'on sait qu'en dernier ressort, c'est les parents par les frais de scolarité qui augmenteront pour rembourser ces emprunts, qui devront assumer la charge du remboursement. On n'a pas d'espoir d'obtenir une dotation budgétaire qui permettra de rembourser des emprunts. Donc c'est bien les parents qui assumeront et donc qui doivent être consultés avant l'engagement et que le niveau de frais de scolarité soit modélisé pour que l'augmentation des frais de scolarité soit supportable. Et la meilleure façon de le tester, eh bien, c'est de constituer une provision initiale d'au moins 20% du financement du projet avant d'engager un emprunt qui lui-même serait limité à 50% du projet immobilier, le reste pouvant être financé par un prélèvement sur la trésorerie de l'agence. La discussion avec la direction de l'agence sur ce point nous a montré que sur 300 millions de trésorerie, environ un quart serait mobilisable pour contribuer au financement en complément des ressources apportées par les parents et de celles qui seraient empruntées. Voilà le point qui est un peu sensible et qui a fait l'objet de discussions et finalement d'une position d'ouverture de notre commission. Pour le reste, nous avons eu une séquence sur la francophonie. Nous avons regretté que les personnalités qui avaient été envisagées ne sont pas toutes au rendez-vous. Nous avons reçu le directeur de cabinet de la secrétaire d'État chargée de la francophonie et nous avons eu une très bonne audition avec M. Yves Bigot de TV5 Monde qui nous a montré les difficultés de programmation à moyen terme de ces investissements dans l'audiovisuel compte tenu des modalités différentes de contribution financière des différentes chaînes des États francophones qui constituent l'actionnariat et le conseil d'administration de cette société dont il est le président directeur général. Et donc nous avons recommandé que la France s'élève au niveau des meilleures pratiques qui sont celles de la Suisse par exemple, qui est capable d'annoncer 3 ans à l'avance le niveau de ses engagements par des engagements pluriannuels, ce qui sort un petit peu des pratiques budgétaires de dotation annuelle des lois de finances de la République française. Nous avons également auditionné la secrétaire de la Fédération Flammes Monde. Donc on a maintenant un interlocuteur constitué qui regroupe les flammes des différents pays où ces associations françaises langue maternelle permettent d'enseigner la langue française aux enfants qui sont scolarisés dans des établissements du pays
dans lesquels parfois la langue française n'est pas du tout enseignée, ou parfois elle est enseignée en deuxième ou troisième langue vivante. Et ces initiatives parentales associatives ont été jusqu'ici trop peu soutenues. Et donc, nous souhaitons... Elles sont aussi trop peu connues, puisqu'on se rend compte que même en créant une fédération, la présidente et la secrétaire de l'association n'ont pas encore réussi à faire l'inventaire des associations qui pourraient adhérer à leur propre association. Donc nous souhaitons mobiliser notre réseau des conseillers des Français à l'étranger pour que chacun dans sa circonscription contribue à cet inventaire, en même temps que les postes diplomatiques ou le réseau de l'AEFE peut le faire, et qu'on puisse faire un peu un état des lieux avant de s'engager sur un ajustement éventuel des soutiens qui pourraient être apportés à ce réseau qui vient de bénéficier d'une petite subvention, mais significative quand même, quand on n'a que 2 ans d'existence, de 120 000 € pour structurer sa fédération. Et puis 2 autres sujets ont été abordés, celui de la santé mentale des élèves du réseau de l'enseignement français à l'étranger à la sortie de la période de crise sanitaire et de l'impact qu'a pu avoir cette crise sur la fragilisation de certains de nos élèves avec des syndromes dépressifs et de la difficulté d'accompagnement par les personnels de santé qui travaillent dans nos réseaux, qui ne sont pas toujours spécialisés sur les approches psychiatriques ou psychologiques, et donc de la nécessité de faire aussi là un inventaire des meilleures pratiques. On a entendu une psychiatre qui travaille au lycée Winston Churchill de Londres et qui a une excellente référence, et également un expert de l'Agence européenne du médicament qui a présenté une étude et des références intéressantes pour enrichir les bonnes pratiques qui pourront être diffusées et recommandées dans l'ensemble du réseau de l'enseignement français à l'étranger. Enfin, une question que nous avons fait couvrir, c'est celle de la politique du livre français, du livre francophone, y compris de sa traduction éventuellement dans d'autres langues, et de sa diffusion par les librairies françaises, à l'heure où le livre numérique occupe une place croissante dans le marché, à l'heure où la distribution des livres est monopolisée par des systèmes de distribution qui sont peu favorables au commerce de proximité, aux libraires et aux conseils qui vont avec. On connaît les faiblesses et la fragilité d'un certain nombre de librairies françaises dans le monde, et malheureusement, on n'a pas senti un soutien clair de la part du ministère de la Culture ou du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, leur absence à notre invitation nous a amené à proposer de leur demander un rapport écrit qui pourra être étudié à notre prochaine session. Merci, Monsieur le Président, pour avoir rappelé les priorités des travaux de votre commission, que ce soit les bourses scolaires, la capacité d'emprunt, la francophonie ou encore les conséquences sur certains élèves de la crise sanitaire. Merci à vous. Alors, plusieurs demandes d'intervention parmi nos collègues, Christophe Rassa, Yann Chantrel, Hélène Conway-Mouret, Jean-Yves Lecomte, et je suis certain que d'autres, Joël Garry-Madame, bien sûr. Et ce sera peut-être également, Mélanie Vogel, ce sera également l'occasion, je pense, de donner la parole au vice-président de l'AFE et aux membres du bureau, peut-être pour pouvoir répondre à ces interrogations. Alors, première question de mon collègue Christophe-André Frassa. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs Présidents. Moi, je voulais vous remercier pour la qualité de ces échanges et surtout des informations que vous nous avez transmises. Si j'ai bien tout noté, j'ai essayé de suivre scrupuleusement tous les éléments que vous nous avez donnés. Il y a beaucoup de choses que je relève qui sont quand même d'ordre réglementaire et qui nécessitent surtout que, conjointement avec vous, nous continuions à mener une pression amicale, si je puis dire, sur les pouvoirs publics pour continuer à avancer. Je pense notamment à ce qui, j'allais dire, concerne la commission à laquelle j'appartiens avec mon collègue Jean-Yves Lecomte et qui est la commission des lois, c'est le statut des élus, qui est un sujet, je dirais, sur lequel on avait beaucoup avancé à une époque où j'ai fait partie de l'Assemblée des Français de l'étranger en tant qu'élu local. Il y avait des textes. Ces textes sont devenus par la suite obsolètes. Je pense à la circulaire d'Oust-Blazy, qui pourrait largement servir de base à ce que l'on ait j'allais dire, un texte sur lequel s'appuyer pour refaire un statut des élus. Nous avions déjà avancé
à l'occasion de travaux, mais c'est vrai que nous avions en face de nous une organisation puissante d'élus locaux, dont le sigle tient en 3 lettres en France, AMF, qui n'entendait pas de la même oreille le fait qu'on puisse avoir à l'étranger un statut pour des élus locaux, que sont les conseillers des Français de l'étranger. Je pense qu'aujourd'hui, avec la fonction que vous occupez, et je pense qu'on est un certain nombre à défendre ce point de vue, il est tout à fait normal d'avoir un statut pour les élus des Français de l'étranger qui remplissent, j'allais dire, un travail quotidien qui n'est pas qu'un travail de représentation tel que l'aurait voulu la loi et qui n'était pas l'esprit du législateur en 2013. Donc je pense que moi là-dessus, nous allons, puisque nous devrions bientôt faire un nouveau bilan d'application de la loi avec mon collègue sans dévoiler de secret, puisque nous l'avions déjà fait en 2014, 1 an après l'entrée en vigueur de la loi de 2013, et nous avions convenu que la commission des lois en ferait un. Donc je peux vous annoncer qu'il y aura bientôt une mission de la commission des lois sur à nouveau l'application de la loi de 2013, et il y aura sans doute à l'occasion de cela de nouvelles propositions que nous ferons au nom de la commission des lois. Voilà. Moi, c'était là-dessus que je voulais intervenir sans poser de questions, mais en tout cas, moi, j'ai noté beaucoup de choses sur lesquelles on pourra, j'allais dire, auditionner à l'occasion de cette mission d'information à la commission des lois. Merci en tout cas de tout ce que vous nous avez dit.